Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si c'est Dust qui fait parler. Nous, chez Pennyline, on utilise Dust depuis 1 an et demi et c'est vraiment très très bien. Donc, je valide. On va passer 45 minutes ensemble pour parler marketing et on a réuni un panel de marketeurs avec une vision assez B2B, même s'il y a un peu de B2B2C, et surtout une vision marketing très orientée vente et l'impact que peut avoir une bonne stratégie marketing, une bonne équipe marketing, une bonne utilisation des budgets marketing pour impacter les ventes. Quand Grégory m'a proposé d'animer cette table ronde, je lui ai proposé de réunir 3 marketeurs qui ont des profils assez différents, de manière à ce que vous puissiez au maximum vous projeter justement dans cette organisation. Je vais vous présenter rapidement tous les 3, commençant par toi, Shiraz. Tu vas jouer le rôle en fait sur ce panel d'une personne qui arrive comme CMO dans une boîte déjà bien structurée d'un point de vue marketing, puisque tu as rejoint l'année dernière Planity, après avoir une expérience passée sur des rôles de management marketing chez Partout notamment et dans d'autres grands groupes. Donc en toi, on ira chercher le retour d'expérience de quelqu'un qui arrive quand l'équipe marketing est déjà en place et qui a une volonté de scale, de croissance qui est assez forte. Planity, c'est du B2B2C. C'est pas que des coiffeurs. Moi, je pensais que c'était que des coiffeurs, mais non, c'est la mise en relation donc des professionnels de l'esthétique avec leurs clients ou leurs futurs clients. Thibaut, toi, tu es en charge du growth et du management du growth chez Livestorm. Livestorm, donc c'est cette entreprise qu'on a tous connue pendant le Covid, qui a révolutionné l'événementiel en ligne. Et sur ce panel, toi, tu vas justement nous partager une expérience de quelqu'un qui est arrivé très tôt dans l'aventure, puisque Livestorm, ça a 8 ans, tu es depuis 7 ans, mais sur une fonction d'expertise métier, puisque tu es arrivé comme growth engineer, donc un profil assez tech au service du marketing, pour petit à petit grandir sur une fonction de management. Grégoire, tu es en charge du marketing et des opérations, donc VP Marketing et Opérations de Doctrine. On partage ensemble la joie de faire du marketing sur une cible très sexy. Toi, c'est les juristes, puisque Doctrine est la première plateforme qui vraiment amène de l'intelligence juridique pour les entreprises. Et donc, tu as rejoint Doctrine directement comme VP Marketing. Donc, tu joueras ce rôle d'une personne qui arrive avec une volonté donc d'amener tout de suite de la structure dans le management des équipes et de scaler à partir de quelqu'un qui sait manager. On va donc bientôt pouvoir débuter cette table ronde avec comme objectif de répondre à 4 questions en 45 minutes. Le but, c'est de vous amener des éléments les plus concrets possibles sur 4 sujets. Le premier, c'est les équipes. Quand on veut faire du marketing au service des ventes, on a besoin de gens. Combien de personnes? Comment on structure ces équipes-là? C'est ce qu'on va essayer de voir. Une fois qu'on a des équipes, c'est des gens qui vont demander du budget. Comment on définit un budget pour bien faire du marketing? Comment est-ce qu'on s'aligne en interne pour définir ce budget-là? Quand on a des gens et quand on a un budget, on va faire en sorte qu'il soit performant et qu'on puisse mesurer cette performance-là. Donc on parlera des KPI, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'une stratégie marketing. Et puis enfin, on verra que la place des outils est de plus en plus importante quand même dans le bon déroulement d'une stratégie marketing. On parlera outils. Et avant ça, je vais vous laisser la parole en vous posant une question à mi-chemin entre du pro et du perso. Vu qu'on est sur le 0 to 1, en tant que marketeur, en tant que professionnel, votre 0 to 1, il a été quand? Il a été sur quel moment? Quand est-ce que vous avez dit, tiens là, j'ai vraiment progressé et je deviens un bon manager marketing? Shiraz. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, j'ai eu quelques moments comme ça qui m'ont marqué, où j'ai senti réellement une progression. Alors, pour donner un exemple, quand j'étais côté grand groupe, j'étais directrice marketing de 5 filiales, donc avec 5 équipes marketing différentes qui faisaient un peu la même chose. Et donc, j'avais décidé de réunifier ces équipes et d'en faire une seule, transverse, avec des métiers plutôt transverses pour l'ensemble des marques et des verticales, et puis des métiers un peu spécifiques par vertical métier. Et du coup, c'était in fine le résultat. Alors, c'est pas facile à mettre en place, mais le résultat était top parce qu'on a pu optimiser beaucoup de choses. On a pu aussi gagner en professionnalisation, en gain de temps et de budget, si bien que les autres services ont suivi. Ils ont fait un peu la même chose. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, effectivement, c'était plutôt une bonne idée. Ce que je fais aussi, d'ailleurs, aujourd'hui chez Planity, mais plus sur les différents pays que l'on traite. C'était 2 équipes vraiment
un peu séparés. Et donc, il y avait peut-être un sujet d'homogénéité, etc. Et donc, pareil, un peu transversalisation des métiers. Et alors, de manière générale, moi, je pense que les passages de 0 à 1, d'un état A à un état B, c'est bien, mais c'est pas uniquement des passages ultra wow. Il faut aussi valoriser les petits passages. Et je pense que le moment idéal pour le faire, c'est au moment des reviews. Alors pas tant les reviews, les quarter reviews, parce que le délai est assez court, mais en bilan annuel, de se dire ok, maintenant je prends le temps, je me pose, je prends le recul. Et là, quand on voit ce qu'on a fait, si on a passé une bonne année et qu'on a bien travaillé, généralement, on se dit ah ouais, là on a step up, là on a amélioré les choses, et c'est important de le partager aussi aux équipes, de prendre conscience aussi de nos erreurs, et c'est grâce à ça qu'on pourra multiplier les passages de 0 à 1. Parfait. Thibaut, toi, quand est-ce que tu as eu l'impression justement de te transformer ? Merci. Donc bonjour tout le monde. Moi, ma réponse pour ça, c'est quand j'ai commencé à manager des N-2. Donc comme tu l'as dit dans l'intro, quand je suis arrivé chez Livestorm, je ne manageais personne. J'avais même une expérience très limitée du management. En fait, j'avais managé une stagiaire un peu dans une expérience passée, mais c'était très limité. Et en fait, bizarrement, le passage de manager personne à commencer à créer une équipe s'est fait très naturellement pour moi, donc d'avoir que des N-1, parce que c'est un peu une extension en fait de mes actions d'avant qui étaient faites par une autre personne. Donc en fait, comme si je sous-traitais des choses que j'aurais moi-même fait. Et en fait, c'était assez facile de penser comme ça, de penser il y a ces actions-là à faire, donc je vais les donner à quelqu'un et je vais l'aider à les piloter. Là où passer à du management de N-2, c'est-à-dire qu'on manage quelqu'un qui est lui-même manager. Et donc ça, c'est une difficulté parce que la façon d'appréhender cette personne est complètement différente. Elle a besoin plutôt d'avoir des rails, globalement, à suivre, mais pas forcément un suivi très proche de toutes ses actions. Il y a ça, et il y a aussi une perte de contrôle sur les N-2, qui sont du coup managés par cette personne. Et c'est plus trop possible d'aller voir au cas par cas tout ce qu'ils font, aller dans le détail des missions. Et donc il y a une prise de recul à apprendre qui, je trouve, est beaucoup plus importante que quand on est manager de N-1. Donc pour moi, ça a été un peu ce moment-là. Donc petite transition assez simple sur du management au global, mais le passage au N-2 a été un peu un déclic pour moi. Et Grégoire, toi, ta transition, elle s'est faite quand ? Moi, elle s'est faite à un moment où j'étais pas encore manager. Le progrès se fait souvent dans la douleur. Et il y a un moment où j'ai beaucoup appris, j'ai appris très vite et j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est quand j'ai moi-même essayé de monter une entreprise. Dans un incubateur, il y a maintenant une quinzaine d'années, cette entreprise est morte parce que j'étais un mauvais entrepreneur. Mais j'ai découvert ce qui était quelque chose qui reste encore aujourd'hui très présent dans mon quotidien, l'importance de tester, et de tester beaucoup de choses, de suivre son intuition, lancer des projets, voir ce qui marche pas, et raffiner au fur et à mesure. Donc le passage de 0 à 1, pour moi, c'est le moment où j'ai compris qu'on était capable de s'adapter à peu près n'importe quelle situation et de trouver des solutions à peu près n'importe quel problème. Parfait. On va pouvoir rentrer sur le chapitre 1, l'équipe, avec cette première question, pour voir si un peu une norme. Votre équipe marketing représente combien de pourcents de votre effectif global ? Alors, chez Planity, on est 500 personnes et le marketing représente 5% des effectifs. Alors, nous, on est 100 personnes et au total, chez Livestorm, il y a 8 personnes dans l'équipe growth et marketing. Donc c'est un peu moins de 10%. Du coup, 8%. Quoi. Le calcul est simple. Et moi, je suis plus proche de toi. On est 170 chez Doctrine et c'est à peu près 7% de l'équipe, 7-8% de l'équipe qui fait marketing et opération. Donc c'est des métiers. C'est quoi opération quand tu dis parce que tu es en charge marketing opération, mais tu mets quoi dans opération ? Les opérations, c'est ce qu'on appelle dans un anglicisme horrible revenue operations. Donc c'est tout le pilotage des outils utilisés au quotidien par la force commerciale pour qu'ils atteignent leurs objectifs et le suivi de la performance globale et des aspects financiers de l'entreprise. Du coup, nous, pareil, on a une personne qui est en operations qui est dans notre équipe grosse. Mais il y a aussi de l'opération ailleurs ou tout est centralisé chez vous ? Il y a une équipe qui s'appelle aussi Operations, mais qui est plus du côté RH, sur tout ce qui est documentation interne, process de onboarding de nouveaux employés, partage des connaissances, etc., qui ne vit pas du coup dans mon équipe, mais qui est plutôt du côté équipe RH. Ouais, ce qui est bien quand tu travailles dans une entreprise qui est une start-up technologique, c'est qu'à un moment ou à un autre, tout le monde fait des opérations. C'est juste des opérations qui sont potentiellement différentes en fonction des services. Nous, il y a des opérations dans l'équipe tech et engineering, dans l'équipe produit, dans l'équipe RH et aussi dans l'équipe business. Et du coup, moi, je ne m'occupe que de la partie business. Je vais continuer de vous interroger tous les deux, parce qu'il y a une question que je vous ai posée en amont de cette conférence.
Si jamais vous étiez à la place d'un fondateur, ou alors un conseiller fondateur qui vient de monter sa boîte et qui veut recruter ses premiers marketeurs, et que vous avez 2 recrutements à faire, vous allez chercher quel profil? Et là, vous m'avez sorti la même réponse sur un poste qui n'existait pas, je pense, il y a 10 ans, qui s'appelle un PMM. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que c'est qu'un PMM et de me dire après, en complément de ce PMM-là, vous le couplez de quel autre profil? Ouais, bah, du coup, on faisait la blague juste avant avec Thibaut que si on devait donner ce conseil à n'importe qui, on s'embaucherait tous les 2. Donc voilà, avis à la salle. Moi personnellement, la première personne que j'embaucherais, c'est un product marketing manager. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui va être la clé de liaison entre l'innovation produit et le marché. C'est celle qui va être capable de expliquer, expliciter de manière pédagogique ce qu'est la proposition de valeur, à quelle problématique on répond, pour quel type de public, et construire derrière tous les messages marketing et commerciaux qui seront utilisés dans la prospection et dans toutes les campagnes marketing pour attirer ses premiers clients et signer ses premiers deals. Ouais, à ça, j'ajoute aussi, souvent les PMM ont aussi une responsabilité d'éduquer les évolutions du produit, donc de prendre les retours clients et tout ça. Et au début d'une boîte, c'est hyper important de faire ça, de toujours itérer et d'adapter le produit. Alors l'école sub de PMM, elle n'existe pas encore. Tu vas le chercher où, un PMM? C'est quel type de profil? Si demain tu dois en recruter un, tu le mènes comment ton process? Franchement, c'est un des profils les plus difficiles à recruter. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de voie royale qui amène au product marketing. Le product marketing existe déjà pas mal dans le B2C. C'est des jobs qu'on retrouve dans des grandes boîtes comme L'Oréal, par exemple. Mais dans l'univers du logiciel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. Il y a 2 types de personnes qui peuvent arriver sur ce type de job. Il y a ceux qui viennent du produit, qui sont d'anciens product managers et qui sont toujours très intéressés par la dimension marketing du développement produit. Et il y en a d'autres qui viennent peut-être d'un marketing plus généraliste, plus classique, mais qui sont intéressés par toutes les logiques de positionnement. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'un produit est bien positionné sur un marché et qui va avoir une résonance avec son marché? Et ça, c'est des choses qu'on découvre un peu au fil des entretiens et des conversations qu'on peut avoir avec ces personnes. Donc non, il n'y a pas de profil parfait. Donc on a un PMM et en plus, on rajoute... Je vais juste ajouter un truc, c'est tu peux aussi venir à 0 to 1 et en parler parce que nous on est en train de recruter un PMM, donc si jamais ça vous intéresse. Et alors ouais, en complément, vous aviez évoqué PMM et plus un profil growth, qui est un peu ce que toi tu étais quand tu as rejoint Livestorm. Il fait quoi ce profil concrètement? En fait, donc mon titre était Growth Engineer. À l'époque, faut voir, c'était il y a 7 ans. Il y avait peut-être 2 ou 3 Growth Engineers à Paris. D'ailleurs, il y en a un qui a rejoint Spendesk et en fait, on a fait un café. Et il m'a dit, bah, t'es un peu le seul que j'ai trouvé sur Paris, donc on se voit pour parler de ça. Mais en fait, j'étais un peu quand même un rôle assez généraliste quand même. J'avais la casquette dev, donc c'est moi qui faisais les changements sur le site web, qui codait le site web moi-même, qui faisait des automatisations pour un peu les hacks de l'époque pour essayer de trouver des bases de données, des trucs à utiliser pour trouver des clients, quoi. Mais aussi j'avais la casquette plus marketing, donc nous on avait vraiment un gros axe SEO contenu, donc c'était moi qui réfléchissais à ça, au contenu qu'on allait créer, quels mots-clés on allait cibler, etc. Donc vraiment un peu casquette marketing et growth mixé et assez généraliste qui peut un peu personne à tout faire, quoi. Surtout on était 6 ou 7 à l'époque dans la boîte, donc j'aurais pas pu être juste growth engineer et faire que coder, quoi. C'est un peu la combinaison des deux qui permet d'avoir le positionnement et la distribution du produit. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a 10 ans de ça, c'est 2 métiers qui n'existaient pas, et aujourd'hui vous dites pour lancer une boîte et bien faire du marketing, il faut un PMM, il faut un growth engineer. Mais en même temps, il y a plus de 10 ans, on faisait pas de marketing, donc on ne sait pas ce qui se passait avant. Moi j'en faisais, et les 2 premiers profils que j'ai recrutés, c'était quelqu'un qui faisait du contenu et quelqu'un qui faisait du design, et c'était un peu plus tradi. Et chez Penny Lane, les premiers que j'ai recrutés, c'était effectivement plus des profils tech, data aussi, donc le marketing change. C'était aussi mon premier recrutement, quelqu'un en content, c'est la première personne que j'ai recrutée chez Livestorm. Si on se projette, après l'entreprise grossit un peu, elle a potentiellement ce PMM, ce growth, ce content. À quel moment elle a besoin de mettre un peu de structure et d'amener du management? Et là, Shiraz, c'est exactement ce que toi tu fais. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur, à partir de quand est-ce qu'on va chercher un VP marketing, un directeur marketing? Oui, alors il y a 2 niveaux de réponse à cette question. Alors la première, c'est quand on est à la place justement d'un fondateur, d'un dirigeant qui a commencé à recruter ses premiers profils marketing. Je pense qu'à partir d'une
de 3-4 personnes en marketing, là, il faut penser à avoir un manager, un team lead, parce que bon, à un moment, voilà, pour le dirigeant, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué de suivre, surtout sur les parties ultra opérationnelles. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est peut-être que dans la phase de recrutement, ils puissent déjà projeter une de ces personnes-là sur cette position de team lead, quelqu'un qui peut grossir et grandir avec l'entreprise et avec le job, parce que voilà, c'est généralement des profils très impliqués qui ont envie de continuer. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à avoir en tête dès le départ dans les premiers recrutements. Toi, tu as rejoint Planity, il y avait combien de personnes déjà au marketing ? Au marketing, une bonne vingtaine de personnes. Et donc, une fois que l'équipe grandit, il y a 2 cas de figure où il est vraiment nécessaire de recruter des managers intermédiaires. Premier cas qu'on connaît tous, c'est si on a trop de reports directs, qu'on est partout et nulle part et qu'on fait des retours qui sont plus du tout au niveau d'exigence qu'on veut se donner. C'est là où, bon, ok, il faut du monde, il faut se libérer du temps et recruter. Deuxième cas de figure, c'est il faut avoir de l'humilité sur nos capacités, nos compétences. Moi aujourd'hui, je suis CMO depuis pas mal d'années, ça ne me rajeunit pas. Bon, et je connais mes points forts, mais je connais aussi mes points faibles. Et il faut détecter le moment où l'équipe en place a encore besoin de monter en compétences, de structure, etc. Mais que nous-mêmes, on arrive un peu au bout de notre expérience, de notre expertise. Et c'est là où il faut aller chercher les bons profils, des experts, des personnes expérimentées, qui vont pouvoir être moteurs pour cette équipe-là, pouvoir mettre de la structure, des nouveaux process, nouvelles méthodes, et donc permettre à ces sous-équipes-là de passer de 0 à 1 à cette échelle-là. Parfait. On clôt le chapitre 1 sur les équipes. On retient que l'effectif d'une équipe marketing, c'est en moyenne, le bench dit 10%. On a vu qu'on est tous en dessous de la moyenne, mais on est entre 5 et 10%. Que les postes à aller chercher, c'est des PMM, c'est des growth, et que du management, on l'amène quand il y a à peu près plus de 3 personnes. On ouvre ce deuxième chapitre maintenant qui est plus dédié à la partie budgétaire. On a des gens, il faut leur donner un budget pour faire du marketing. Et là aussi, on va voir qu'il y a des ratios qui sont quand même assez communs, à commencer par qu'est-ce que je définis comme budget, combien est-ce que je définis sur le budget annuel. Et la question que je vous pose, c'est un peu la même que tout à l'heure, c'est, alors, votre budget annuel représente en pourcentage combien de pourcents de votre objectif de revenu annuel, sachant qu'on a un panel où on n'est que sur du revenu récurrent, parce que ce que vous vendez tous, c'est de l'abonnement. Donc dans notre jargon, on parle d'ARR, de revenu récurrent annuel. Donc je vous pose la question de savoir, voilà, votre budget marketing hors people, on parle uniquement de charges externes, représente combien de pourcents de votre objectif annuel ? Hors staff cost, ça représente 6% des objectifs. Ouais, nous pareil, 5% par là. Ouais, nous un peu plus. Nous, on est plus aux alentours de... On n'est pas loin de 10%. Ok, donc on est encore là dans le bench à peu près, hein, c'est ça, aux alentours des 7-10%. Donc ça peut donner à peu près une idée de comment est-ce qu'on le structure. Et c'est vrai que c'est assez mécanique, hein, mine de rien. Le budget marketing dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Et il y a donc ce ratio qui est quand même un ratio assez standard. Une fois qu'on a ce ratio-là, comment on construit un budget marketing ? Les 2 questions que je vais vous poser, c'est à partir de quand dans l'année on commence à se poser la question de l'année d'après, et avec qui est-ce qu'on en parle ? Est-ce que c'est un truc qui est un peu auto-centré sur les marketeurs ? Ça se parle avec les sales, avec la finance, avec les CEO. Toi, Shiraz, dans une boîte comme Planity, où on parle de plus de 20 marketeurs, où on est sur du B2B2C, une marque à faire connaître à 2 cibles, tu t'y prends quand et de quelle manière ? Alors, je m'y prends, on commence à y travailler fin octobre, début novembre. La première étape, c'est de construire sa proposition budgétaire. Alors ça, je la construis avec mon équipe et aussi avec les sales, voir, parce qu'il y a beaucoup de corrélations entre nous, par exemple, ce qu'on va pouvoir apporter en termes de lead, par exemple, et eux, la taille d'équipe nécessaire pour y répondre. Donc, il faut vraiment bien se coordonner en amont. Donc, une fois cette proposition faite, je la présente donc à la finance et au CEO. C'est à ce moment-là qu'il faut être solide parce qu'on se fait pas mal challenger et donc il faut bien connaître ses hypothèses et bien les défendre. Ensuite, voilà, c'est des allers-retours, on affine le forecast et une fois qu'il est validé donc avec la finance et le CEO, ça passe en board. Et ce qui est important aussi derrière, c'est de l'expliquer aux équipes, ce qui a été déduit ou pas pour que ce soit cohérent avec la stratégie de l'année. Tu impliques tes équipes quand même dans la construction du budget ? Absolument. En amont, ce sont les équipes qui me font leurs propositions par sous-métier. Donc, il y a une première phase de challenge de ma part. Et ensuite, ça passe côté CEO. Toi, tu t'y prends un petit peu plus tôt ?
Ouais, alors ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a revu toute notre stratégie go-to-market l'année dernière. On a un peu revu aussi notre client cible, qui est... Donc on a fait un move qui est assez classique de passer de cibler des petites boîtes à des boîtes de plus en plus grosses. Et là, on est passé sur une échelle qui est bien au-delà de ce qu'on faisait avant, où maintenant on cible des boîtes de plus de 1000 employés dans des industries qui sont pas celles qu'on connaissait habituellement, qui étaient la tech. Initialement, on ciblait uniquement ça. Là, c'est plus la banque, finance, la santé, tout ça. Donc c'est assez différent la manière dont on va les adresser. Et en fait, du coup, à partir de l'été dernier, je me suis posé sur les réflexions de comment on arrive à cibler ces boîtes-là différemment, enfin comment on arrive à les cibler, et qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Sachant qu'on était déjà dans une phase de transition dans l'existant, quoi. Mais là, du coup, c'était vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'on crée. Et en fait, c'est parti de là le sujet. Et heureusement qu'on s'y est pris cet été, parce que c'est pas des sujets, j'ai pas eu les réponses en une semaine, quoi. Ça a pris du temps. Donc ça a mûri un peu, et puis ça a mené, in fine, à trouver quel budget il fallait mettre en face de quelle stratégie. Et on est arrivé vers la fin d'année avec ça en novembre. C'est à ce moment-là, du coup, qu'on a bloqué les budgets. Et un peu pareil que Shiraz, j'ai beaucoup impliqué les équipes là-dedans. Un peu, j'ai deux manières de faire un peu, c'est de voir eux leurs recommandations de où est-ce que tu devrais mettre du budget, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais pouvoir faire plus. Et l'autre manière de l'approcher, c'est de dire si je te donne 20 000 euros de plus sur l'année pour toi, où est-ce que tu le mettrais, quoi. Et en fait, avoir un peu ces deux façons d'aborder la chose, ça permet de donner de la place aussi aux personnes de l'équipe de s'exprimer. Ils ont, comme tu disais, il y a souvent des gens qui sont employés, qui sont plus spécifiques, ils savent mieux leur domaine que moi. Donc en fait, ça permet de leur laisser la place de s'exprimer et d'apporter leur expertise. Et du coup, je trouve en tout cas que ça permet d'arriver à un budget qui est peut-être plus proche de la réalité du terrain, plutôt que de faire quelque chose que je pilote moi de mon côté en isolation, quoi. Alors pour clôturer ce chapitre sur le budget, en tant que marketeur, on adore les outils. On en parlait tout à l'heure. On envoie des emails, on envoie des call API depuis un customer.io qu'on branche à un N8N qui se transfère dans Salesforce. Et pour faire un budget, on utilise quoi? Google Sheets. Exactement. Voilà, je suis toujours à la recherche. Un bout de papier et un crayon. Je suis toujours à la recherche d'un CMO qui ne fait pas son budget sur Spreadsheet. Ça n'existe pas. Ça n'existe C'est une pas. rumeur. On va maintenant parler plus objectif et comment est-ce qu'on mesure la performance d'une équipe marketing, puisque on voit que ça représente presque 10% d'un objectif de revenu, donc ça peut représenter assez rapidement pas mal d'argent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez à vous trois, je pense, l'exhaustivité de la façon dont on peut piloter du marketing, puisque soit on le pilote de façon très proche du revenu, avec justement un alignement parfait avec les équipes sales sur le revenu, soit on le pilote très en amont, et donc un petit peu siloté en se disant le but du marketeur, c'est de générer des opportunités d'affaires, des leads, sans savoir trop ce qu'ils viennent forcément ensuite. Soit on est sur de l'hybride qui mélange un petit peu les deux. Et je crois qu'à vous trois, on a un peu le mélange de tout ça. Grégoire, ça se passe comment chez Doctrine? Comment tu pilotes les équipes? Alors nous, on est très alignés avec les objectifs commerciaux, c'est-à-dire qu'on a un objectif unique commun, c'est atteindre tant de revenus additionnels chaque année. Et au final, déjà, avoir ça, c'est un bon garde-fou. Ça veut dire qu'on va avoir quand même beaucoup d'alignement dans les initiatives qui vont être portées sur l'année pour s'assurer que tout le monde rame dans la même direction. Ça peut paraître, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais ça permet de ne pas se retrouver dans un cas de figure extrême où il y a le marketing qui envoie des leads qui n'intéressent pas les commerciaux qui travaillent de leur côté et qui disent le marketing a envoyé des leads pourris, j'ai pas envie de les bosser. En s'assurant qu'on est bien en train de travailler sur les mêmes cibles, sur des initiatives communes dont chacun a conscience de ce qu'est le rôle que chacun doit jouer, ça nous permet d'être très efficace. Et donc du coup, sur la manière dont on pilote un peu la performance, donc quand on fait du marketing, il y a forcément du quali, il y a du quanti, mais on essaye toujours de faire en sorte d'avoir, au-delà de la ligne d'arrivée de fin d'année, de revenus à atteindre, d'avoir des KPI un peu plus directement aligné avec un objectif de campagne. Donc ça peut être un volume de démos, ça peut être un nombre de personnes qui doivent être présentes à un événement, à des webinars, une récurrence de contenu qu'on sait faciliter, améliorer le taux de conversion d'un cycle de vente commerciale. Et à chaque fois, voir si ces initiatives sont porteuses ou non, si elles sont héroïstes ou non, est-ce qu'elles ont été rentables. Si elles l'ont été, on va en faire un peu plus. Si elles ne l'ont pas été, on va essayer de les améliorer. Et si on n'arrive pas à les améliorer, on va les arrêter. Nous, c'est assez similaire. Enfin, dans le global, nous, la North Star vraiment qu'on va suivre, c'est
les opportunités, enfin la valeur des opportunités qu'on crée, c'est-à-dire que les sales ouvrent en fait, qui vont être influencés en grande partie par le marketing. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on mesure en premier. Mais le problème de cette mesure-là, c'est que c'est assez loin des actions marketing en fait. Il y a plein de choses qui peuvent se passer nous de notre côté, avoir juste une vision sur ça, c'est pas actionnable en fait en soi tout seul. Donc nous, ce qu'on a trouvé comme moyen, c'est pour les plus gros comptes, en fait, on a créé une liste on fait une stratégie d'ABM, donc account-based marketing, où on cible une liste de comptes qui est définie, avec la certitude qu'on arrivera à les signer un jour. C'est une question de temps, mais si on les travaille assez longtemps, avec assez de marketing, assez d'efforts sales, ils finiront par convertir. Du coup, on a 600 comptes qui sont dans cette liste-là. Et moi, ce que je suis du côté marketing, c'est l'exposition du nom Livestorm et de la marque Livestorm, de ce qu'on fait auprès de ces marques-là. Tu définis une audience, donc account-based, et tu vas voir sur cette audience-là, quelle part a été influencée par le marketing. Ouais, et surtout la visibilité que tu as eue. Donc, un exemple très concret, si on fait des ads LinkedIn pour montrer la Livestorm et du contenu qu'on a créé à ces marques-là, je vais mesurer celles qui l'ont vu et celles qui ont interagi aussi avec ces ads, donc ont liké ou commenté. Et ça me permet d'avoir une mesure de notre présence sur le marché, surtout que sur ces 600 comptes-là, il y en a une grosse partie qui ne connaissait pas Livestorm quand on a mis en place la stratégie. Donc en fait, on partait quasiment de zéro, donc c'était hyper important de savoir si vraiment nous on arrive à quelque chose. On va creuser un tout petit peu dans la tech, là, parce qu'il y a peut-être des profils qui sont assez tech ici. Concrètement, tu le mesures où? Parce que tu as ton LinkedIn, tu as ton Total Addressable Market sur Salesforce. Le lien. Nous, donc la base de données sur ces actions-là marketing, c'est HubSpot. En fait, on fait tout remonter sur HubSpot. On a créé des objets custom qui nous permettent de mesurer ce qu'on appelle l'awareness sur les comptes. Donc, on mesure. Il y a deux gros axes là-dessus. C'est l'exposition aux ads, comme je disais, donc sur LinkedIn, qui remonte sur HubSpot, et l'exposition aux campagnes d'emailing automatisées qu'on fait. Donc pareil, là on va essayer d'envoyer des mails à toutes les personnes pertinentes dans la boîte qui peuvent potentiellement utiliser Livestorm. Du coup on va mesurer, on va traquer qui ouvre, qui interagit avec ces mails, et on fait remonter ça du coup pareil dans un objet sur HubSpot qui nous permet de mesurer ça. Et derrière du coup j'ai fait un dashboard où il y a toutes les étapes de les comptes qui ne nous connaissent pas du tout, les comptes qui ont été exposés un petit peu à Livestorm, les comptes qui ont interagi avec ce qu'on fait, ceux qui sont en train d'interagir avec un commercial, donc quelqu'un d'humain chez Livestorm, et ensuite ceux qui ont une opportunité ouverte avec nous et du coup qui ont une chance, 25% de chance de devenir client. Et là je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la vie d'un compte, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le marketing qui travaille, et puis ensuite, à un moment, c'est le commercial qui commence à travailler. C'est souvent du travail qui se fait en parallèle, et c'est très très dur, voire impossible, d'avoir une logique d'attribution, de dire « Ah, il y a 10% de la valeur de l'opportunité qui est attribuable au marketing ». Pourquoi ? Parce que est-ce que ce deal a avancé parce que le commercial l'a appelé 10 fois, a envoyé 2 mails, ou c'est parce qu'il est venu à un webinar, c'est parce qu'il a vu une pub LinkedIn, c'est parce qu'il en a parlé à la machine à café avec un de ses copains. C'est impossible de vraiment quantifier profondément ça. Donc déjà s'aligner sur les mêmes cibles, c'est l'assurance de pas travailler pour rien. Ce que je dis assez souvent, c'est que le pilotage du marketing, il n'est pas là pour traduire une réalité, parce que de toute façon, la réalité, on ne la maîtrise pas, de ce qui se dit en off sur nos actions, mais plutôt là pour suivre une évolution et donc définir une règle du jeu et voir comment les choses évoluent. Chez Planity, c'est quoi les 2 KPI que toi, tu vas suivre quotidiennement ? Alors, 2 KPI, c'est compliqué. Alors, les KPI que je suis dépendent de l'audience, c'est-à-dire qu'avec l'équipe et par sous-métier du marketing, on va avoir des KPI spécifiques à suivre pour voir un peu l'impact direct des actions, des campagnes, si elles sont successful ou pas. Donc, c'est le nombre de leads, le CAC, le taux de conversion, le trafic, l'engagement. On fait beaucoup de réseaux sociaux aussi. Donc, c'est vraiment lié directement à l'expertise de l'équipe. Et puis, à une échelle plus CODIR et stakeholders, là, la North Star Metric, c'est plutôt le pourcentage de l'ARR qui est, en tout cas la part de l'ARR qui est influencée par le marketing. Et là, pareil, ça met le sujet des règles d'attribution. Et là, je pense qu'il ne faut pas avoir de crispation sur le sujet. Il faut se mettre d'accord, mettre les règles du jeu. Et c'est plus l'évolution d'année en année, de mois à l'autre, qui permet de donner une indication. Pour rester sur ce sujet KPI, parmi vous, qui a une part de variable dans sa rémunération ? Moi. J'en ai pas. Et c'est peut-être d'ailleurs... De rémunération
Comment ? T'as pas de rémunération? Non, j'ai une rémunération quand même, mais du coup, tout est fixe. Et c'est pareil pour tous les membres de mon équipe. Donc, il n'y a pas de variable dans mon équipe. Et je pense que c'est quelque chose que je suis en train de repenser et ça va probablement changer. C'est un choix de ta part ou c'est un choix de la direction Moi, j'ai envie de l'introduire. Et la direction a aussi envie que j'introduise. Donc, du coup, c'est pas mal. Mais je me suis rendu compte que c'était hyper atypique de faire ça, même en France. Et je pense qu'on perd quand même quelque chose. Et les sales, ils en ont? Oui. Oui. Il y a de plus en plus de boîtes qui n'ont pas de variable sur les sales. Non, honnêtement, je ne sais pas comment ça marche. Chez nous, vu le profil des sales qu'on a, ils sont vachement motivés par le variable. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais voilà. Et du coup, je ne sais pas comment les boîtes qui n'ont pas de variable pour les sales fonctionnent. J'en ai eu, là je n'en ai pas chez Planity, mais c'est vraiment une question qu'on se pose, et aussi pour les équipes marketing, pour peut-être plus challenger sur les OKR qu'on fixe, qui est derrière une conséquence. Okay. Dans les équipes marketing, on a aussi des profils que moi j'appelle un peu artistes parfois, des gens qui font du design, du contenu, qu'il est difficile de piloter justement avec des objectifs, encore plus avec du variable. Est-ce que l'un de vous a du variable sur des gens qui font du qualitatif? Impossible? Je ne sais pas si c'est impossible. En tout cas, c'est un sujet qu'on n'a pas décidé de traiter parce que c'est effectivement très dur de mesurer ce qu'est l'impact d'un visuel, aussi joli soit-il, aussi vu soit-il. Comment est-ce qu'on peut mesurer vraiment l'impact que ça peut avoir? Donc ça peut être du quantitatif, de dire tu as sorti tant de visuels, tu as participé à tant de projets, mais du coup ça nous semblait pas essentiel de l'organiser comme ça à ce stade en tout cas. Moi de mon côté, j'ai mis quand même en place des OKR pour les équipes design, et c'est plus du qualitatif, le nombre d'assets produits, les projets, les shootings, les refontes, etc. Ça permet quand même, même si la partie chiffrée est compliquée, ça donne quand même un cap. Ça permet aussi de bien faire les reviews, de se dire qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire et pour quelles raisons. Mais alors après, effectivement, je le fais avec toutes les équipes, et l'équipe design, c'est celle qui a le plus besoin de structure. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est très très compliqué pour eux de se poser, de se dire, parce que pareil, les OKR, je les fais d'abord fixer par les équipes elles-mêmes, pour se dire, ok, quel objectif tu te donnes à toi-même, et ensuite on en parle, et soit je suis ok, soit je challenge, etc. Et le plus compliqué, c'était avec la team design, donc j'ai beaucoup plus participé en construction avec eux. Alors, on jargonne beaucoup, souvent dans le marketing. Là, tu viens de dire OKR. Je pense que vous avez des OKR dans toutes les boîtes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pensais qu'on parlait encore de la rémunération des équipes créatives. Mais effectivement, toute l'organisation, doctrine et l'équipe marketing sont pilotées par des objectifs et des résultats clés. C'est-à-dire qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire à l'échelle d'un mois, d'un trimestre et d'une année. Et c'est là-dessus qu'on mesure l'avancement des projets et la performance des gens. L'objectif est-il atteint, oui ou non? C'est assez binaire quand même comme lecture de l'activité. Chez Livestorm aussi, il y a les OKR en place. Nous, on a lâché ce système. On l'avait en place pendant 6 ans. Et en fait, c'est hyper chronophage tous les trimestres de repenser quels OKR tu suis, refaire le check de où on en est, communiquer ça aux autres équipes. Il y avait tout un truc là-dessus. Tu le faisais sur quel outil? Notion, mais avec des databases qui étaient un peu éparpillées. Il y avait une database plutôt au niveau top management qui n'était pas la même que celle que moi j'avais pour ma propre équipe. Enfin bref, c'était... et je pense que tu multipliais ça par tout le nombre d'équipes qu'il y avait chez Livestorm, c'était compliqué. Donc là, on est passé sur un système qui est... on a ce qu'on a appelé des company milestones, qui sont des grands objectifs qu'on veut faire avancer. Et en fait, nos projets, on les met dans cet objectif-là. Mais c'est pas forcément quantifié, si tu veux. Il n'y a pas d'objectif de faire tant de projets sur tel ou tel milestone. Mais en tout cas, elles sont... Et par contre, chaque projet doit être rattaché à une milestone. Tu peux pas faire un projet qui n'a pas de rapport avec ça. Voilà. Oui, bien sûr. Et le projet en tant que tel, tu le définis en début d'année pour toute l'année, ou tu revois un peu ce que tu as mis pour chaque milestone? Non, on revoit en cours d'année, et on revoit aussi les milestones en cours d'année. L'idée, c'est qu'on se dit aussi que les choses bougent tellement vite que définir des plans sur toute une année, parfois c'est bien parce que ça donne une direction, mais parfois il manque des choses, et il y a des choses qu'on va apprendre en cours de route. Et du coup, les milestones nous permettent de faire ça. Ouais, très intéressant. On a fini sur la partie KPI. On va parler du dernier chapitre, qui est plutôt celui des outils, même si on a déjà un petit peu parlé. C'est celui des outils parce que c'est pas si anodin que ça quand même dans la façon dont on fait du marketing. On en parlait tout à l'heure où on parle de plus en plus d'automatisation, de simplification du marketing par des outils. Mais en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup de coûts
parce que souvent on se dit c'est chouette, on va simplifier les choses, mais en fait on rajoute du coût. Je continue avec mes petites questions pourcentage. Le pourcentage des outils dans votre budget marketing, c'est quoi? Je pense que c'est au moins la moitié. Mais en fait, c'est intéressant de le mettre en relation avec le pourcentage, la taille de l'équipe par rapport de l'équipe marketing par rapport à la taille de la boîte. Tu disais tout à l'heure que le benchmark c'était à peu près 10%. On est tous un peu en dessous de ça, mais c'est parce qu'en fait, avec les outils qu'on utilise, on a un effet de levier qui est phénoménal et qui n'existait pas jusque-là. On parle beaucoup d'automatisation et c'est vrai que faut pas faire l'erreur de penser que parce qu'il y a un outil, on a gagné de l'argent. Les outils coûtent cher, surtout quand on commence à les accumuler, qu'il y a un outil pour faire à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui, et qu'il y a des coûts cachés avec ça, qui sont la maintenance de ces outils. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'interactions et de flux de données entre différentes plateformes qu'il faut quelqu'un pour l'opérer, que quand ça tombe en rade, parce que ça tombe en rade de temps en temps, il faut quelqu'un pour le réparer, et que plus on en ajoute, mécaniquement, plus on va devoir s'organiser pour pas devenir ce qu'on dit un peu chez Doctrine, les architectes de notre propre malheur. Ouais, il y a un outil où merveilleux, t'appuies, ça fait le café, mais bon, c'est pas tout, la vie n'est pas toujours aussi rose. Nous, du coup, il y a une grosse partie du budget marketing qui part dans les ads et dans les événements qu'on sponsorise et qu'on organise aussi nous-mêmes en perso. Donc je sais pas, le budget il doit être aux alentours de 10% sur les outils, je pense, quelque chose comme ça, ouais, par là. Je suis un peu dans le même cas de figure où c'est encore moins. On fait beaucoup d'événements, on participe à des salons avec des stands assez forts, donc ça prend une grosse partie du budget. Pareil sur les ads. Côté outils, il y a certains outils qu'on utilise mais qui sont plus portés à l'échelle de l'entreprise. Donc côté marketing, on est à 2% du budget. Et on va rester sur Planity, puisque vous avez une cible quand même qui est B2C. On a beaucoup parlé comme là, de marketing appliqué au B2B. Les outils qui sont plutôt destinés à ton audience B2C, la question que je vous poserai après, c'est c'est quoi les 2 outils qu'il ne faut surtout pas t'enlever pour être efficace dans ton marketing B2C? Alors, la spécificité, effectivement, c'est que donc on a les 2 cibles, les professionnels de beauté, mais aussi le grand public qui va aller sur la plateforme pour prendre des rendez-vous. Et là, voilà, pour les atteindre, c'est surtout les réseaux sociaux. Donc les outils de social media management, c'est extrêmement, c'est extrêmement important. Tu peux en pour citer ce que toi tu utilises? Agorapulse. Agorapulse, oui. Qui concrètement te permet de générer, d'anticiper tes campagnes, tes posts, d'agréger les stats, etc., les taux d'engagement, etc. Comme ça, tu as une visibilité assez centralisée sur ce que tu fais. Et pour répondre à ta question sur les 2 outils qu'il ne faut surtout pas m'enlever, alors le premier, c'est l'outil de coordination interne avec l'équipe, donc Notion. Chez Partout, on utilisait aussi Monday, donc ça c'est primordial. Et puis aussi un deuxième que je consulte très régulièrement, c'est les outils de data visualisation, Looker, tout simplement, pour suivre un peu ce qui se passe. Thibaut, toi qui viens de la tech et qui est très très branché outils, c'est lesquels qu'il ne faut surtout pas t'enlever? Ouais, l'outil que je mentionne toujours, c'est Customer.io, qui est du coup notre outil de messaging. Donc on envoie surtout des mails avec cet outil, nous. Mais c'est d'ailleurs en réflexion, une des évolutions, ce serait de commencer à envoyer des SMS. On peut faire des push in-app aussi. Donc c'est vraiment un outil qui est hyper puissant, qui est très flexible, qui est assez difficile à prendre en main au début, mais une fois que tu passes ce cap, les possibilités sont vraiment énormes. Pour donner un exemple, au tout début de Livestorm, Customer.io, on l'a en place depuis le début, mais on a mis en place l'attribution des comptes aux commerciaux via cet outil, qui est de base un outil d'emailing, mais en fait il permet de mettre en place des campagnes avec des conditions, etc. Donc on avait fait toute notre assignation des clients avec ça. Et en fait cette flexibilité est hyper agréable, surtout au début de la vie d'une boîte, c'est bien. Customer.io et un deuxième. Du coup, un peu même réponse, l'outil de BI, j'y reviens souvent. Donc nous, on utilise Omni. On était sur Looker avant et on est passé sur Omni, qui est une nouvelle, assez récent, qui fonctionne très bien pour ça. Donc ça gère notre donnée de la database, des données financières, etc. Et du coup, ça nous permet de voir des suivis de où on en est sur nos objectifs, etc. Du coup, je ne vais pas être très original. Les 2 outils qu'on peut absolument pas nous enlever, c'est notre CRM, Salesforce. Si on enlève ça, on est complètement aveugle. On ne sait plus à qui on parle, on ne sait plus à qui on a parlé.
et on voit plus comment on peut organiser le travail des équipes commerciales. Et le deuxième outil, c'est un outil de BI. Alors nous, on est plus sur Metabase, qui est un outil open source dans lequel on va pouvoir croiser beaucoup de données qui viennent de sources différentes et qui permettent d'avoir un pilotage assez fin de l'activité en fonction des enjeux des différentes équipes, qu'elles soient sales, marketing, produits, RH ou finance. Mais une fois que j'ai dit finance, en fait, je me dis que l'outil qu'il faut surtout pas enlever, c'est l'outil de facturation. Parce que, bon, au final, si on n'a plus ça, on n'a plus rien, quoi. Merci beaucoup, on a couvert l'ensemble des questions. Il nous reste 2-3 minutes, je crois, niveau chrono, si certains ont des questions à poser à notre panel. Bonjour, merci pour vos interventions. Jérôme, je me posais la question entre votre arrivée et aujourd'hui, quelle est la note alors, je sais pas, ma question, j'essaie de la tourner depuis tout à l'heure parce que je voulais qu'elle soit la plus claire, fluide possible, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Mais la relation que vous avez vis-à-vis du service vente, service des ventes, en fait, est-ce que la note aujourd'hui, vous l'estimez qu'elle a évolué, la culture de marketing de l'équipe vente a-t-elle évolué? Voilà, j'y arrive. Ouf. La culture marketing de l'équipe vente ou la culture vente de l'équipe marketing? Non, c'est la première. Non, mais je pense que, en tout cas, il y a une culture de la vente, de toute façon. Tout ce qu'on fait, la finalité de tout ce qu'on fait, c'est de vendre. Donc on essaye de faire en sorte d'y bien y arriver, et on a la chance, en tout cas moi personnellement, j'ai la chance de travailler dans une organisation dans laquelle les commerciaux sont convaincus aussi de l'apport du marketing et de le regarder plus loin que juste la dernière campagne, combien de leads a-t-elle généré, mais ils voient bien que dans leur travail au quotidien, des choses aussi simples que décrocher son téléphone en disant bonjour monsieur le prospect, est-ce que vous connaissez Doctrine, et que le prospect réponde évidemment que je vous connais, ça change beaucoup de choses, et c'est aussi grâce au marketing, pas que, c'est le produit, c'est un effort collectif, c'est un effort d'entreprise, mais bon, c'est agréable de travailler dans ces conditions. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, beaucoup de sales nous disent on arrive, on pousse la porte d'un salon ou d'un centre d'esthétique, et là ils nous connaissent déjà parce qu'ils ont vu les ads, ils ont vu un ambassadeur de marque parler de Planety. Donc effectivement, je pense que les sales, ils sont très curieux, ils veulent comprendre ce que l'on fait. Après, on fait beaucoup de choses, donc faut vraiment les aider et les laisser focus sur ce qui a le plus d'impact dans leur quotidien. Donc les ads que l'on fait, la visibilité, les salons auxquels on participe. Et là, ils sont vraiment très impliqués, et ils ont très souvent de très très bonnes idées. Je me permets d'apporter une réponse parce que moi, dans une boîte précédente, je l'évaluais quantitativement. En fait, j'envoyais tous les mois un questionnaire à l'équipe sales en leur demandant ce mois-ci, on vous a aidé à quelle hauteur, entre 0 à 10, et ils mettaient une note. Alors la note était toujours assez élevée parce qu'ils aimaient bien nous envoyer des fleurs, mais les questions qu'il y avait derrière, c'était quels ont été les contenus qui vous ont le plus aidé ce mois-ci, un contenu ou événement. Voilà. Et donc ça permettait vraiment d'évaluer et de donner du concret à cette relation-là. Et tu le fais pas dans ta boîte actuelle? Non. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. On peut prendre une dernière question. On voit rien avec la lumière, il y a peut-être des mains qui se lèvent. On me dit à la régie qu'il faut que tu te lèves pour poser la question. Bonjour, je suis curieux de savoir quelle est votre relation avec les fondateurs ou les CEO. Parce qu'on a pas mal dit pendant les conférences que c'était les premiers vendeurs, donc... Je peux commencer. Moi déjà, je suis assez proche du CEO. En fait, on se connaît depuis avant Livestorm. Donc humainement, je le connais et on s'apprécie beaucoup. La relation professionnelle a forcément évolué. En 7 ans, j'ai pas le même poste que depuis quand je suis arrivé. Même lui, sa posture de CEO a évolué. C'est quelqu'un qui est très proche du growth et du marketing, donc il apporte beaucoup d'idées. Mon rôle, c'est presque plus de canaliser ces idées et d'être sûr qu'on maintient celles qui sont pertinentes pour notre business et pour ce qu'on veut faire et les missions qu'on s'est données, et mettre de côté celles qui ne le sont pas. Donc j'ai carrément créé un board sur Notion qui lui permet de mettre les idées et moi de les noter. En fait, lui, il a une note de confiance sur ses propres idées et moi je mets la même en fait à côté, et après celles qui ont le plus gros score, on les fait. Et ça permet un peu de cadrer les choses parce que ça évite le côté
il sort des idées, et parfois il va voir directement les gens qui sont dans mon équipe que je manage, et forcément ils prennent une suggestion du CEO, ça a plus de poids que tout le reste, donc voilà, ça c'est pas évident à gérer. Mais c'est plus du côté gérer, c'est pas vraiment une côté de relation, c'est plus qu'est-ce qu'on met pour cadrer un peu ça, et voilà, je pense que là ce qu'on a trouvé, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Peut-être pour compléter sur le côté cadrage, moi je dirais un autre mot, c'est plutôt la pédagogie. C'est-à-dire que quand on arrive avec un fondateur, ils ont cofondateurs, moi j'ai 3 cofondateurs chez Planity, et c'est eux qui ont construit la marque, c'est leur bébé, ils ont des convictions, etc., qui sont généralement fortes, mais aussi extrêmement pertinentes. Donc en tant que CMO expérimenté, quand on arrive, il faut ouvrir ses chakras, parce que voilà, ils connaissent mieux que quiconque la marque et ce qu'il faut, donc il faut vraiment s'ouvrir aux idées qui sont parfois beaucoup plus out of the box que ce qu'on peut imaginer. Et à l'inverse, effectivement, pour canaliser, etc., je pense que la pédagogie, c'est extrêmement important sur notre métier de CMO, de dire OK, il y a cette idée, voilà comment on peut faire, etc., pour expliquer, tout simplement. Ce sont des personnes brillantes. Donc finalement, il faut faire de la pédagogie pour canaliser leurs idées, mais aussi pour aussi en proposer qui peuvent être un peu différentes, qui n'ont jamais été faites. Donc voilà, c'est communiquer, trouver le bon moyen de communiquer ensemble. Et la base de tout, je pense que ce qui nous réunit en tout cas tous les 4, c'est la confiance. On a la chance d'avoir la confiance du CEO qui, en tout cas moi, qui dit c'est ton domaine d'expertise, donc je vais suivre aussi tes recommandations. Mais la chance que j'ai, moi, c'est que ça fait quand même plus de 6 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc au final, on se connaît, on a appris à travailler ensemble. Quand je suis trop dans l'opérationnel et trop la tête dans le guidon, parce que ça arrive mécaniquement quand, au fur et à mesure que l'année avance, il est là pour me sortir un peu la tête du guidon. Et on parlait de vente tout à l'heure, le CEO c'est le premier vendeur de l'entreprise, c'est celui qui l'incarne. Alors c'est pas forcément celui qui signe les deals, mais c'est celui qui l'incarne dans des présentations, dans des événements. Et du coup il est aussi très sensibilisé à ce que sont les enjeux de positionnement, et ça reboucle avec le product marketing au début. Il vient s'alimenter des éléments de langage qu'on peut lui donner, il les challenge, il les fait évoluer parce qu'il a un recul et une expertise sectorielle qui l'enrichit. Donc c'est vraiment un cercle assez vertueux de travail, je trouve. Eh bien, parfait. Tu m'avais dit en intro, faut jamais laisser le micro à un marketeur parce que sinon on se revoit demain. Donc on va s'arrêter là. Bon, non. Merci à tous. Merci.